Mesdames, Messieurs, bonjour. À Portrait d'artiste, nous recevons aujourd'hui une artiste aux multiples talents, Marie-Claude Demers. Madame Demers, bienvenue à notre émission. Merci. Madame Demers, je crois que votre production actuelle est principalement axée sur l'illustration de livres. Quel genre de livres illustrez-vous? Les livres pour enfants, les albums pour enfants, pour les tout petits. Ça varie, là, je te dirais, jusqu'à 10 ans. Fait qu'on a les tout petits, jusqu'à 10 ans. Là. Ça a commencé comment, ça, cette aventure-là, si on veut? Ben, ça faisait longtemps que je rêvais de faire des livres pour enfants. Je vais vous conter une anecdote qui est bien... Enfin, vous ne me croirez pas, mais vous vérifierez. Okay. C'est qu'à 7 ans, la première fois que j'ai envoyé un manuscrit dans une maison d'édition, moi, j'avais composé ma petite histoire. Et puis, ma tante qui restait à Montréal avait pris ça et avait été porter ça dans une maison d'édition. Bon, évidemment, je souhaitais tellement, mais on s'entend qu'à 7 ans, la madame, elle avait besoin d'expérience, là. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis, plus tard aussi, quand je faisais ma peinture et tout, je me suis réessayée. Mais là où les portes se sont ouvertes, c'est vraiment à cause de l'auteur Alain Bergeron. Qui écrit beaucoup. Lui, il est rendu à au-dessus de 100 livres déjà décrits. Et c'est lui qui avait vu mon travail depuis plusieurs années. Il suivait mon travail dans les galeries d'art. Il allait voir ça. Et à un moment donné, on est tombés en contact toutes les deux. Je pense que c'était un article de presse. À ce moment-là, Alain faisait pas ça à temps plein. Il travaillait pour le journal à Victoriaville. Et bon, il me contactait pour une entrevue et il s'est mis à me demander si j'aimerais illustrer. Je dis, écoute, ça fait des années que je rêve d'illustrer, mais l'occasion s'est jamais vraiment bien présentée. Et puis il a dit, ben écoute, moi, je pense que je pourrais faire quelque chose pour toi. Fait que c'est vraiment grâce à Alain M. Bergeron qu'on appelle, là, parce qu'il y a un autre Alain Bergeron aussi qui écrit des livres. Fait que c'est vraiment Alain qui m'a ouvert les portes et puis depuis ce temps-là, ben c'est parti. Il y a plusieurs auteurs qui font appel à vous? J'ai travaillé vraiment avec Alain plusieurs années, là. Et puis maintenant, je travaille aussi avec une autre maison d'édition, la maison d'édition Foulire. Et c'est l'éditeur qui écrit aussi les histoires avec lequel je travaille aussi. OK. Parce que c'est un domaine qu'on connaît peu, ça. C'est un petit peu fermé oui. Et on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Dans votre cas, vous dites que c'est la maison d'édition à ce moment-là qui... Oui, c'est jamais... tu vois, avec Alain, ça a été vraiment une coïncidence. Alain étant très aimé par les éditeurs, il a pu parler de moi et puis m'intégrer, mais c'est très, très rare que ça se passe comme ça. Les maisons d'édition préfèrent choisir l'histoire, l'auteur, et après ça, eux autres mêmes font le mix, ils vont choisir eux autres mêmes l'illustrateur, ouais. Ah, c'est assez spécial. Ils préfèrent procéder de cette façon-là. Ah. Et ça va à contrat ou est-ce que vous avez des engagements? Oui, c'est pas d'une maison d'édition à l'autre, ça peut être différent. Ah, oui. Tu vois, la première maison d'édition, oui, c'est sûr, on signe toujours un contrat, mais là, c'était livre par livre, tandis que tu vois, l'autre maison d'édition avec laquelle je travaille en ce moment aussi, c'était un contrat, mais de 9 livres en partant, là, tu sais. Okay. Fait que chacune procède différemment. Eh bien. Et puis à ce moment-là, vous travaillez avec quel médium quand vous illustrez des livres? C'est différent. Alors, ce que vous voyez là en arrière de moi, ça c'est de la peinture à l'huile. Mais quand j'illustre, je procède je prends du papier aquarelle, puis c'est de la technique mixte là. C'est-à-dire que je m'amuse avec à peu près n'importe quoi sauf l'huile sur mon papier aquarelle. Ouais. OK. Et puis à ce moment-là, est-ce que la question va paraître un peu spéciale, mais est-ce que c'est rentable? Je trouve pas. OK. Je le fais vraiment par coup de cœur. Je sais pas, je me sens comme un peu un enfant quand je fais ça. J'ai du plaisir à inventer. Mais monétaire, le côté que je pourrais dire qui est intéressant, c'est qu'on mise sur son avenir. C'est-à-dire que tu reçois, les livres se vendent, heureusement les livres pour enfants, se vendent sur de nombreuses années, restent longtemps sur le marché. Alors, tu reçois des royautés longtemps après. Alors, régulièrement, tu reçois des petits chèques là, des ventes de l'année. Donc, à ce niveau-là, ça peut être intéressant parce que toi, tu travailles une fois, mais après ça,
les royautés continuent à rentrer. Donc, ça pourrait être le côté avantageux que je pourrais mettre. C'est quand même intéressant. Et ça représente une bonne proportion de votre production, de votre temps? La majorité de mon temps dans l'année est consacré à la sculpture. OK, ça, on va y revenir. Ouais. Bon. En dehors de ces illustrations, justement, vous avez une production d'œuvres artistiques. Vous touchez à différents médiums. Oui. Lesquels, entre autres? Ben, c'est ça. Dans le fond, il y a les tableaux, peinture à l'huile. Il y a les illustrations, comme je viens de parler, technique mixte. Et puis, il y a les sculptures de bronze. Justement, on va parler des bronzes. J'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes. C'est un médium que vous utilisez régulièrement? Oui, oui. Oui. C'est devenu très important dans votre... Ben oui, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Ça aussi, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, je me sens comme un enfant. C'est drôle parce que tout jeune, quand j'étais toute petite, quand c'était ma fête, je demandais deux choses. Je demandais toujours de la pâte à modeler d'As là, pour faire des petites sculptures ou mes crayons à colorier, là, Prismacolor. Là. Fait que ça, c'était toujours dans mes deux choix. Là. Fait que je me regarde aujourd'hui, puis des fois, je trouve que je suis pas si loin de quand j'étais jeune parce que je m'amuse encore à tous les jours, soit à la peinture, au dessin ou à faire mon argile, à faire mes sculptures. C'est important de s'amuser dans ce qu'on fait. Ben oui, j'ai pas grandi tellement. Pour notre plus grand plaisir, je pense. Vous demeurez à Inverness, donc vous êtes près de la fonderie d'art. Oui. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à essayer le bronze ou... Oui, c'est-à-dire que ça me travaillait déjà avant d'aller habiter là-bas, il y a maintenant 10 ans. Déjà, ça piquait ma curiosité, mais c'est comme si les occasions ne s'étaient pas présentées. Au moment où je suis déménagée là, tout de suite, j'ai commencé la production et puis je travaille avec l'Atelier du bronze, où on a vraiment une belle collaboration. C'est une équipe vraiment géniale, où on s'entend bien, on est sur la même longueur d'onde. Parce que Oui. le bronze, ça se travaille pas n'importe où. Quelqu'un Non. qui va essayer ça, c'est déjà un matériau, un médium qui est long à travailler à cause des étapes à franchir. Oui. Et si on n'a pas la possibilité d'avoir ça tout près, il y a des fois que ça peut même brimer un peu le... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Puis nous, on dit Inverness, c'est la capitale du bronze, avec nos deux fonderies, le musée du bronze, et beaucoup d'artistes se sont greffés alentour, soit travailleurs autonomes comme moi ou des artistes qui travaillent à la fonderie. Parce que moi, tu vois, quand j'ai fait ma création, ma sculpture est terminée, mettons, en argile, je la rentre en fonderie. Et après ça, il va y avoir une dizaine de personnes qui vont toucher à ma pièce à toutes les autres étapes jusqu'à la fin. Donc, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de monde là, alentour de ça. Et à ce moment-là, à la fin, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous? À la fin, moi, je m'occupe juste de la supervision là, vers la fin. Il y a les corrections de cire, je les fais, là, c'est-à-dire que dans les différentes étapes, à un moment donné, on se retrouve avec la même sculpture en cire. Et à cause du moulage, il y a comme des plans de joint que je dois venir... je polis, je frotte, j'enlève ça au solvant. Des fois, même des assemblages. Là, j'ai ma sculpture en morceaux que je dois assembler. Alors, mais mis à part ça, le reste, je suis vraiment là juste pour superviser. Les patines, les finis, c'est c'est-à-dire que c'est moi qui décide avec celle qui fait les patines. On s'entend ensemble, je lui demande son avis, je regarde moi aussi ce que j'aimerais. Et puis, je suis avec elle, puis on décide ça au fur et à mesure. Là, mais maintenant, ils me connaissent bien, puis à moins que ce soit des nouvelles pièces, là, je les laisse aller. Ils savent vraiment ce que je recherche. Est-ce que vous pouvez un petit peu résumer votre démarche artistique, où vous avez étudié? Oui. Est-ce qu'il y a avec qui vous avez peaufiné votre art? Moi, si je remonte à beaucoup plus loin, j'ai fait un bac en psychologie. Mais déjà, à ce moment-là, l'art était vraiment dedans de moi. Si je me serais vraiment écoutée à ce moment-là, j'aurais fait davantage un bac en art. Mais étant jeune, j'avais comme personne dans mon milieu qui était un artiste à lequel j'aurais pu m'identifier puis dire « Ah, c'est possible de vivre de ce métier-là. » C'est souvent pour ça que c'est pas choisi, oui, peut-être. c'est ça.
Alors, bon, en me disant je vais gagner ma vie, bon, j'ai été étudiante en psycho, je me suis spécialisée au niveau de l'enfant. Mais vers la fin de mon bac, ça a été trop fort, là. J'ai rembarqué tout de suite la peinture, puis je me suis dit, je vais terminer mon bac, mais je savais que ma vie, maintenant, ça serait une vie d'artiste, là. Après ça, ben là, ça a été les expositions, la production. J'ai fait beaucoup d'expositions aussi à l'extérieur du pays, en Europe plusieurs fois, en Amérique du Sud, États-Unis, etc. Fait que après ça, ben c'est ça. Je te dirais c'est vraiment les grandes lignes, mais à travers ça, c'est la vie d'artiste, hein, où on court pour la production, on court pour aller montrer notre travail, on court pour essayer d'aller toujours plus loin dans ce qu'on peut expérimenter. Puis j'ai toujours, il me semble que je suis toujours la tête pleine de projets, puis c'est toujours sans fin, tout ce qui s'en Ça fait vient. combien d'années que vous faites ça à temps plein? C'est pratiquement 20 ans, là. Cette année, je pense que je touche le 20 ans. Faudrait que je calcule si c'est cette année ou si c'était l'année passée, là, mais ça ressemble à ça. C'est quand même un Ouais. bon bout. Oui, oui, oui. Et vous ne faites que ça. Oui. Vous gagnez Ouais. votre vie avec ça. Oui, oui. Depuis 20 ans. Ouais. Vous vous occupez de votre carrière vous-même, tout le Oui. côté, parce que quand on veut réussir comme ça, et surtout aller à l'extérieur, même à l'extérieur du pays, ça prend des contacts, ça prend Ouais. une bonne façon de se vendre, si on veut, parce C'est que ça sûr. prend du marketing, Ouais, du ouais, côté ouais. administration aussi. Ouais. Vous faites tout ça. Oui, oui, oui. C'est... Ça demande de la discipline. Pour être un artiste, ça prend beaucoup de qualité. Je pense que le talent, oui, c'est important là, à la base. Il faut être capable de se démarquer énormément de ce qu'il y a sur le marché parce que sinon, ben, le cheminement est beaucoup plus difficile. Ensuite de ça, oui, je pense qu'il faut être capable de pousser. Il faut avoir un côté très marketing en dedans de soi pour être capable d'imaginer où on est capable de se projeter, de quelle façon on peut faire notre publicité, de quelle façon cibler notre clientèle aussi, pour ne pas perdre de temps aux endroits où ça demande énormément d'énergie, puis il y a très peu de chances de vendre parce que dans l'optique où tu veux vivre de ça, il faut rouler la pédale dans le fond tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas tous les artistes qui ont ce talent-là aussi, là. C'est sûr. À ce moment-là, déjà d'être conscient que tu n'as pas ces qualités-là, c'est déjà un gros pas. Alors à ce moment-là, il faut trouver quelqu'un qui peut pallier si je peux dire, les défauts ou les qualités que tu n'as pas, là. Est-ce que vos études en psychologie aident un petit peu? Je crois pas que ça m'apporte à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faut apprendre à connaître les gens, Oui, puis à se connaître aussi très bien. Oui. Hein, parce que quand tu connais tes faiblesses, ben, tu es capable de mieux y pallier. Mais je crois pas. Sinon, peut-être que ça m'a permis d'être plus près des enfants, de connaître quand je peins Oui, le c'est côté, le monde de l'enfance. C'est ça. Le sentir davantage, peut-être. Justement, j'arrivais à ça, là, vos sujets de prédilection, votre source d'inspiration, c'est les enfants puis leur monde. Oui. Quel que soit le médium utilisé, en bronze aussi? Oui, j'utilise beaucoup les enfants dans le bronze aussi. Peut-être aussi, là, j'ai pas nécessairement le matériel pour vous montrer, mais le personnage adulte aussi, je le fais beaucoup dans le bronze et c'est très intéressant aussi. Puis le monde des enfants, est-ce que ça a toujours été votre thématique préférée? Ben oui, j'ai toujours aimé la naïveté des enfants, le petit rayon de soleil, le bonheur qui se dégage de ça. Je crois que ça l'attendrit beaucoup les gens, moi la première. Ça attire un petit peu ouais, il y a une belle pureté, je l'attention. trouve, là-dedans, qu'on peut aller chercher tout le monde. Et on a tous été des enfants, alors Oui, c'est j'ai ça. du mal à croire que ça nous rejoint pas quelque part dans le détour. Ça limite pas au niveau de la clientèle potentielle? Ben, comme je vous dis, moi, dans le bronze, j'exploite aussi le personnage adulte. Alors, à ce moment-là, quand la clientèle est moins intéressée vers ce créneau-là, j'ai l'autre créneau aussi que je peux présenter. Vous décrivez vos œuvres, et ça, je cite, là, des œuvres remplies de symboliques face au bonheur et qui, par leur personnalité parfois fantaisiste, parfois ludique, entraîneront à coup sûr une histoire dans l'esprit de celui qui les contemple. Vous voulez élaborer un petit peu là-dessus?
Ben, dans le fond, je pense que quand je peins un tableau, moi, j'ai déjà un petit peu ma petite histoire toute faite, mais je pense que les gens peuvent aussi inventer leur propre histoire à regarder mes tableaux, se reconnaître à la limite là-dedans aussi ou reconnaître leurs enfants. Alors, je pense qu'il y a place à beaucoup, puis que ça vienne de moi ou que ça vienne de la personne qui tombe en amour avec le tableau, je pense que tout le monde peut s'inventer son petit moment de bonheur à travers ce que je fais. Les enfants eux-mêmes, devant ces tableaux-là, doivent avoir des réflexions assez Ah oui, intéressantes, c'est hein? sûr, c'est sûr. Ça doit amener C'est des... comme des images de bonheur, puis eux autres aussi, bon, je pense qu'ils se reconnaissent là, dans ce petit monde-là. Ça doit, hein? Vous dites que vos tableaux peuvent entraîner une histoire dans l'esprit de ceux qui les regardent. On parle de cette façon-là aussi quand on parle d'art naïf, que ça raconte des histoires. On parle d'art naïf pour Monsieur Tout-le-Monde. C'est souvent un petit peu péjoratif parce que ça parle de gens crédules quand on est naïf, alors qu'en art, c'est tout autre chose. Il faut savoir garder son âme d'enfant. Est-ce que vous êtes considéré comme un peintre naïf? Pour de vrai, non. C'est-à-dire que les peintres naïfs, il y a des critères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dimension, de profondeur. Quand on regarde un tableau vraiment naïf, ça va être vraiment plus une impression d'aplat. Les proportions aussi ne sont pas respectées. C'est-à-dire qu'on peut retrouver la porte d'une maison beaucoup plus petite que le personnage à côté qui est très disproportionné, très grand. C'est tous des critères comme ça qui fait que ça devient vraiment de l'art naïf, à la limite des fois primitif. Tandis que moi, on sent la profondeur, les proportions sont, bon, en gros, respectées. Donc, je rentre pas dans les critères de ce qu'on pourrait appeler un peintre naïf. Ça vous dérange quand on vous... Non, pas du tout. Pas du tout parce que des fois, pour simplifier les choses, je peux dire à des gens qui n'ont pas vu mon travail, je peux dire, bon, ben ça relève du monde de l'enfance et ça se rapproche du naïf, là. Ouais. Comment vous vous qualifiez vous-même à ce moment-là? C'est le monde de l'enfance pour ce qui est des tableaux, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous impressionnent ou qui vous influencent même? C'est sûr. Bon, il y en a beaucoup, mais tu vois, c'est drôle, ceux qui me viennent en tête, là, on est vraiment dans le bronze, là. Il y a Marc-André Fortier qui fait du magnifique travail que je connais bien aussi. Il y a Éric Lapointe, c'est une drôle de coïncidence, là, son nom, là, c'est pas le chanteur, mais il fait des œuvres vraiment géniales aussi. Je pense que c'est des artistes aussi qui mènent très bien leur carrière à leur façon. On parlait de bronze. Oui. C'est devenu très important pour vous dans votre carrière, je pense. Oui, ça a pris beaucoup de place, oui. Une bonne proportion, plus que la peinture? Oui, oui. Oui. Et ça vous apporte quoi? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ben, écoute, c'est sûr que moi, j'ai un plaisir fou, là, quand je fais ma production, là, j'ai du plaisir à produire, à inventer mes nouveaux personnages. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de se surprendre soi-même. Alors souvent, je pars avec mon idée en tête, mais à travers ça, c'est drôle, il y a quand même des surprises. Même si j'ai un concept en tête, je le fais puis je me dis « Ah, c'est drôle, c'est moi qui ai fait ça. » Tu sais, je reste surpris des fois du résultat final, là, tu sais. Alors c'est vraiment un plaisir à tous les jours de rentrer dans l'atelier puis de dire, bon, là, comment qu'elle va être finie aujourd'hui, là, jusqu'où je vais me rendre. Puis... Et vous voulez pousser plus à ce niveau-là? Ben oui, je te dirais, au moment où je suis dans ma carrière, puis ça veut pas dire que ça va pas changer. Je pense que le bronze est très intéressant. Aussi du fait qu'il y en a peut-être moins sur le marché, que j'ai aussi un créneau très personnel qu'on retrouve pas, donc c'est une belle force pour moi. Et puis, oui, je pense que en ce moment, c'est ce qui prend le plus de place. On est rendu à notre petit moment de détente dans l'émission, un petit jeu de la vérité. On prend ça un peu plus à la légère. On pose des questions rapides, puis Okay. on essaye d'avoir des réponses rapides, juste pour essayer de vous connaître un peu plus. Okay. Votre couleur favorite? Le bleu. Votre saison préférée? L'été. La musique ou un son qui vous inspire? Oh mon Dieu, j'ai beaucoup c'est très varié, là, mes goûts, mais mettons, allons-y avec le jazz. OK. Un mets auquel vous ne pouvez résister? Les fruits de mer. Ah.
Une personnalité qui vous impressionne? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Ben tiens, Céline Dion, quand même. Parfait. Une chose qui vous énerve ou qui vous fait peur? Le côté malhonnête. Votre animal préféré? Le chien. OK. Un loisir en dehors de la peinture? Ah, peinture, sculpture, sculpture, peinture. Ouais. Je pense que tous mes loisirs passent là. Ah, ah. Une odeur que vous aimez? Les parfums. La qualité que vous recherchez chez les gens? L'honnêteté. Hein, on est rendu. Et un défaut qui vous agace chez les gens? Ben, bon, je tourne autour du même chose, mais la malhonnêteté. Là. C'est important. Ouais. Votre fleur préférée? La rose. C'est terminé, le petit jeu, c'est pas trop... ça n'a pas été trop difficile. Pendant quelques années, beaucoup de gens vous ont identifié facilement avec des illustrations de calendrier d'une chaîne de pharmacie assez connue. Là. Oui. Je pense que plusieurs vont se rappeler de vous là, en mentionnant ça. Oui. Est-ce que ça a été pour vous une belle occasion de vous faire connaître? Ou que vous étiez déjà assez connu, que c'était juste... Non, je pense que assez connu, je pense que c'est jamais assez, dans le sens où je peux pas croire qu'un jour tout le monde nous connaît. Bon, mis à part peut-être Céline Dion, on s'entend. Oui. Non, mais je pense qu'il y a toujours énormément de chemin à faire. Donc, ça a été, oui, un plus pour les gens qui avaient pas eu la chance de voir mon travail. Tant mieux, ouais. Avez-vous aimé l'expérience, vous? Oui. Oui. C'est pas des choses qui arrivent couramment quand même, parce que ça fait une diffusion assez importante. Oui, c'était très at large, là. Je pense que ça a été intéressant. C'est la galerie d'art de Janine Blais qui m'avait... qui supervisait ce projet-là avec les pharmacies Essin. Alors, c'est grâce à eux autres qui m'ont offert cette opportunité-là. C'était la première fois que vous aviez ce genre de... Oui. Où est-ce qu'on peut voir vos œuvres? Vous êtes en galerie? Oui. Alors, il y a la galerie d'art du Château Frontenac, il y a la galerie d'art de Madame Janine Blais, avec qui je suis d'ailleurs depuis ma jeune vingtaine. C'est ma plus vieille galerie avec qui je travaille. Ensuite de ça, il y a la galerie d'art de Madame Solange Lebel à Drummondville. Il y a le musée du bronze qui tient aussi toujours un petit peu là, de mon inventaire. À mon atelier aussi, là, j'ai des gens qui passent aussi. J'ai la galerie d'art Iris aussi, à Baie-Saint-Paul. J'espère que j'en oublie pas, là. Est-ce que vous avez un genre d'atelier ouvert? Pas nécessairement ouvert, c'est davantage sur appel parce que, bon, j'ai des fois, là, quand je suis en production, ça devient tout à l'envers, puis j'aime pas me faire prendre quand c'est tout à l'envers, mais que j'aime ça quand on appelle, puis que j'ai le temps de me ramasser. C'est ça. Ouais. Et vous faites pas de symposium? Oui, j'en fais un petit peu. Ciblé quand même, là, mais quelques-uns au Québec, mais quand même peu. Davantage Toronto, Ottawa, pas cette année aux États-Unis, mais je reprends à partir de février. On aborde ça, là, justement. Vous êtes à l'extérieur du Québec? Oui. Je fais des événements à l'extérieur. Des événements? C'est ça, oui. Donc, pas des galeries? Non, j'en ai déjà eu, mais c'est difficile la communication. Hein. Quand c'est loin, c'est difficile d'avoir une relation plus près. Alors, je préfère faire là-bas, on appelle ça des shows, là. On fait dans le fond, ça ressemble peut-être un peu à des symposiums, mais c'est vraiment, vraiment plus gros, là. Quand tu fais des événements là-bas, il passe 100 000 personnes, là. Fait que c'est fou, là. C'est vraiment différent. Et l'Europe, c'est... L'Europe... Oui, j'ai encore vendu une pièce cette semaine par Internet en Europe. Là. C'est bien, mais je trouve ça compliqué, la question du transport. Surtout, bon, les bronzes, c'est lourd, c'est insécurisant parce que, bon, s'ils perdent tes paquets, on s'entend que les bronzes, c'est beaucoup de sous. Puis les assurances aussi, c'est énormément de sous. Donc, enfin, à moins de trouver vraiment... des solutions pour faciliter tout ça. Pour l'instant, je mise moins sur l'Europe. Je préfère les États-Unis tant qu'à ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux défis qui vous intéressent, des nouvelles techniques ou... Ben oui, en ce moment, là, je travaille toujours en collaboration, avec l'atelier du bronze sur du monumental, vraiment des plus gros là, sujets. Là.
des personnages réalistes. Là, on sort un petit peu de mon créneau du monde de l'enfance. Donc, du personnage réaliste, c'est des grands formats, là. Grand format, on parle Grandeur nature, là. Ah oui? Ouais, c'est Oh, ça. à ce point-là? Ouais. Et si on vous donnait des moyens illimités, vous auriez un rêve que vous voudriez réaliser? Oui. Oui? Quand j'avais été voir l'exposition de Botero, que je souhaite que tout le monde ait eu la chance d'aller voir, il y avait une sculpture, mon Dieu, qui était, je crois, plus longue que la grandeur de la galerie ici. Je crois que c'était la femme à la cigarette. Enfin, c'était une sculpture énorme, là, quasiment la longueur de ma maison, là, en bronze. Et mon rêve le plus grand, et j'espère qu'un jour, je vais pouvoir me permettre de faire des projets aussi fous que ça. Eh bien, qu'est-ce que vous vous souhaitez comme artiste dans les années à venir? Toujours avoir la chance d'avoir la tête pleine de projets. J'ai du mal à croire que ça peut me quitter de toute façon parce que j'en ai des listes que j'ai même pas le temps de faire. D'avoir la chance d'avoir le côté monétaire pour soutenir mes projets aussi, parce que le bronze, on s'entend que c'est très, très dispendieux à assumer. Donc, souvent, j'ai des projets absolument géniaux, mais je veux dire, il faut trouver les fonds pour supporter tout ça. Est-ce que c'est facile? J'ai été chanceuse jusqu'à date, mais ça fait partie aussi de ma personnalité, je vous dirais. Je pense que quand on a des rêves, il faut aller jusqu'au bout. Peut-être pas se préoccuper nécessairement trop de comment, mais faire confiance que la vie t'amène le comment et toi, tu produis. Dans le fond, moi, mon métier, c'est de créer, d'inventer. Alors, je vais me consacrer toujours plus à ça et que la vie m'amène le reste. Parce que je pense qu'il y a certains programmes gouvernementaux qui existent. Oui, mais c'est pas toujours... Non, c'est très difficile d'accès. Monter les dossiers, c'est très, très ardu, c'est très long, qui prend énormément de ton temps pour des fois pas de résultat du tout, enfin, pour ne pas dire en majorité du temps. Ça, c'est un petit peu moins ma tangente. Parce que si vous allez vers le bronze, plus imposant comme dimension, vous pouvez aller à ce moment-là au niveau des édifices aussi, des sculptures. Oui, les 1%, ça pourrait être des possibilités, bien que le 1% aussi, je crois que ils ont quand même ben, tu sais, je veux dire, c'est pas comme si je pourrais lancer ma propre création, là. Il faut quand même, il faut rentrer dans leurs besoins un petit peu aussi, là. C'est pas moins intéressant, mais quand même, il faut voir de quel projet il s'agit. Marie-Claude Demers, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine.